Pendant que j'écrivais cette vidéo, il y a la chaîne Vox qui en a sorti une sur le même sujet. Du coup, j'ai failli pas la faire. Puis je me suis dit qu'il n'y a aucune raison de... tout le monde parle pas forcément anglais de toute façon. Du coup, si vous comprenez plutôt bien la langue de Biggie Smalls, je vous invite chaudement à aller voir cette vidéo quand vous aurez fini la mienne. Et pas avant. Alors le lien il est par là aussi dans la description. Tant qu'à faire. Ne me la faites pas à l'envers, bande d'escrocs. Bref. Le 21 octobre 2018, Angela Merkel a annoncé que l'Allemagne ne vendrait plus d'armes à l'Arabie Saoudite. Normalement, là, pour citer Hassan Minhaj, vous me dites « Quoi ? L'Allemagne vendait des armes à l'Arabie Saoudite ? C'est dingue ça ! Pas croyable !» En bref, aujourd'hui on va parler d'un pays mystérieux, maléfique, mais qui est un des alliés de la France et des États-Unis, et un de nos principaux clients sur plein de trucs. Mais ça sort d'où l'Arabie Saoudite ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Eh ben... bonne question. Enfin bref. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Khashoggi dans les infos il y a quelques mois. Le président Trump a cherché à détourner ces derniers jours les questions sur le sujet en accusant l'Iran de tuer davantage de gens que le royaume saoudien et en mettant l'accent sur l'importance des achats saoudiens d'armes américaines. Pourtant, rappelle The Guardian, un rapport de l'enquêtrice spéciale de l'ONU, Agnès Callamard, publié ce mois-ci, affirme qu'il existe des preuves crédibles que le prince héritier Mohammed Ben Salman porte bien la responsabilité du meurtre de Jamal Khashoggi. Affaire qui a relancé pas mal de débats sur les relations entre les pays occidentaux et ce pays relativement opaque qu'est l'Arabie Saoudite. En général, quand on parle d'eux dans les infos, c'est rarement en bien d'ailleurs. Le prince Mohammed Ben Salman dit que si l'Arabie Saoudite se dotera de l'arme nucléaire, si l'Iran développe la bombe nucléaire. Il est quand même guerrier, ce prince. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. S'il commence à se menacer à coups de bombes nucléaires, les uns les autres. Mais de base, il sort d'où ce pays ? On en parle relativement souvent. Mais à part leur application assez libre et vénère du Coran et leur pétrole, au final, on ne sait pas grand-chose sur le sujet. Tout commence au 3e millénaire avant notre ère, le long du Nil, fleuve nourricier et source de vie. On n'a pas le temps pour ça non plus. Du coup, à un moment de l'histoire, on a eu un truc qui s'appelait l'Empire Ottoman. Alors je sais pas trop si ça vous parle, c'est les mecs qui ont conquis ou envahi, au choix, une bonne partie du bassin méditerranéen et du Proche-Orient du XIVe au XXe siècle. Et tout comme l'expansion de l'Empire romain à son époque a aussi permis l'expansion du christianisme, l'expansion de l'Empire ottoman a permis l'expansion de l'islam. Ça fait quand même beaucoup de fois le mot expansion, enfin bref. Là d'ailleurs on a Médine et la Mecque, les deux villes les plus sacrées de la religion musulmane. Bref. Alors si vous y connaissez un peu en drapeau, vous devez vous dire depuis tout à l'heure, mais Dave, il nous prend totalement pour des totos, ça c'est le drapeau turc. Alors, vous avez pas tort. L'Empire ottoman naît en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, et après avoir pris Constantinople aux Byzantins en fin de vie, ils en font leur capitale jusqu'à la fin de l'Empire. Or, quand ils ont débarqué, ils se sont retrouvés à 10 contre 1. La ville avait été la première touchée par la peste noire, et une bonne partie des habitants étaient malades ou déjà canés. Et comme dans tous les empires, on y retrouve plein de peuples différents, des Arabes à l'est, des Européens au nord, ou des Perses, là où se situe l'Iran actuel. C'est toujours un peu compliqué de maintenir son autorité sur autant de peuples différents sur un espace aussi grand, mais pourtant, les mecs y sont parvenus, et pendant près de 600 ans. Enfin, parvenus, c'est sans compter sur un petit groupe d'irréductibles... En 1744, Mohammed Ben Saoud, un chef tribal de la péninsule arabique, s'allie à Mohammed Ben Abd al-Wahhab, fondateur du wahhabisme. Wahhabisme. Oui, comme nous quoi, couper les mains aux voleurs. C'est assez stylé en fait, parce que j'ai fait assez de vidéos pour pouvoir m'auto-citer moi-même. C'est pas dégueulasse. Bref. Leur but est de créer une nation sur le principe du wahhabisme, une doctrine plus stricte de l'islam, quoi. Ils ont réussi à créer un embryon de royaume saoudien, nommé d'après le nom de Mohammed ibn Saoud, qui sera vite maté par les Ottomans. Mais cette tentative servira de prétexte presque 200 ans plus tard, en 1902 plus précisément, à un certain Abdulaziz ibn Saoud pour justifier la restauration d'un état saoudien sous l'égide de sa famille. Or, pour bien s'installer, ils vont s'associer aux Anglais, qui auraient bien envie de se débarrasser des Ottomans. Et ça tombe bien parce que pas trop longtemps après se pointe la Première Guerre mondiale. Alors, faudrait pas l'oublier, mais l'Empire ottoman aussi y a participé, aux côtés des Allemands, des Italiens, et de toute une joyeuse bande de petits fifrelins. Et avec la défaite des Ottomans, les Anglais et les Français se sont partagés une bonne partie de leur territoire. Et pendant cette période, y a un truc qui est vachement à la mode, c'est le nationalisme,
qui commence à pousser un peu partout dans le monde. Et de ce nationalisme se développe le panarabisme, où l'idée que les Arabes devraient avoir leur État à eux. Mais les Anglais et les Français, eux, ils se sentent plutôt bien. Du coup, ils décident de... bref, l'Arabie Saoudite existe. Dans les années 30, on y trouve du pétrole, du coup les Américains commencent à les trouver vachement sympas, et apparemment, c'est toujours le cas aujourd'hui. They buy apartments from me, they spend 40 million, 50 million. Am I supposed to dislike them? I like them very much. Mais dis donc, Dave, ça fait genre 5 minutes que tu parles et on connaît toujours pas le problème avec l'Arabie Saoudite. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule par hasard? Que voulez-vous dire? Non, attendez, du coup, on y vient. L'Arabie Saoudite, c'est un royaume gouverné par la famille Saoud, et la famille Saoud, c'est une famille nombreuse. Alors déjà, la polygamie est autorisée en Arabie Saoudite, Abdulaziz ibn Saoud a eu 22 femmes et 98 enfants, et ses enfants ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, et on estime le nombre de princes et princesses saoudiens entre 12 et 15 000 d'après la fille du précédent roi. On serait même plus proche des 15 000, et d'après un représentant du gouvernement, on serait plus autour des 5 000. Bref, il y a du monde, et tout ce beau monde est éparpillé un peu partout, notamment au gouvernement, où tous les rôles clés sont occupés par des membres de la famille royale. Le bon zbeul, quoi. Et ça nous mène au deuxième point de la vidéo. Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman Al Saoud, son nom est pas mal revenu dans l'actualité internationale récemment, mais concrètement, c'est qui ce gars? Comme on l'a vu juste avant, la famille royale saoudienne, c'est un vrai bordel. Pour faire simple, le roi actuel c'est Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et MBS, c'est son fils. Le gars est nommé ministre de la Défense en 2011, à 26 ans, et au passage conseiller personnel de son père. Je sais pas ce que vous faisiez à 26 ans vous, mais moi je faisais pas ça. En 2017, il lance une purge, ou comme relayé dans les médias occidentaux, une campagne anti-corruption, pendant laquelle presque 400 membres de la famille royale, du gouvernement et quelques hommes d'affaires vont être enfermés dans un hôtel de luxe à Riyad, la capitale. Bon, après, on a vu pire comme prison, Et il va au passage leur demander de rendre des thunes et autres biens mal acquis, qui, de toute évidence, n'auront pas profité longtemps. Et avec tout ça, c'est près de 100 milliards de dollars qui retournent dans les caisses de l'État. Caisses gérées par la famille Saoud. Ça tombe bien. En plus de ça, il fait l'Arabie Saoudite entrer en guerre contre le Yémen, où les Houthis, un groupe chiite, a pris le contrôle du pays. Bon, en gros, l'islam est divisé en deux branches, les sunnites et les chiites, qui se foutent sur la tronche depuis un moment, un peu comme les protestants et les catholiques à une époque. Tout le monde se bat pour imposer sa vision de l'islam dans la région. Et cette guerre a, pour l'instant, causé presque 10 000 morts, sans compter ceux à venir à cause de la famine qui sévit sur le pays depuis le début de la guerre. Pays qui traverse une des plus grosses crises humanitaires mondiales à l'heure où je vous parle. Le mec a pas chômé, quoi. Mais il a quand même fallu qu'il fasse assassiner un journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, de manière assez sale dans l'ambassade de Turquie, pour qu'on commence vraiment à se poser des questions. Mec, un pédigré pareil, comment ça se fait qu'on ait attendu d'en arriver là pour vraiment se poser des questions? C'était mon air de question, ça. Les thunes, quoi. A friend of mine, a man who has really done things in the last 5 years in terms of opening up Saudi Arabia. Ça, les enfants, c'est ce qui vous fait passer de dictateur sanguinaire en forte demande d'être renversé à allié crucial du monde libre. Non, parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'ils font des conneries, les gars. Entre les soutiens financiers à des groupes terroristes, vous vous rappelez d'Al-Qaïda, les ennemis numéro uno des États-Unis pendant les années 2000. Enfin, je fais une petite parenthèse en fait, parce que vous avez pas l'impression d'être dans un animé des fois, genre à chaque fois que les États-Unis se débarrassent d'un méchant, il y en a un encore plus fumé qui apparaît après. Genre, il y a eu, eux-mêmes au début, les nazis, les communistes, les années 90 c'était un peu les épisodes filler, donc c'était tranquille. Ensuite, il y a eu Al-Qaïda, Daesh, et là c'est un peu une espèce de période de flottement entre les Russes, les Chinois et les Nord-Coréens. Bref, on disait quoi? Ah oui, le soutien financier à des groupes terroristes, le financement de mosquées, un peu partout dans le monde pour pousser le wahhabisme, le concours de bits avec l'Iran, qui est majoritairement chiite, du coup, qui fout le bordel en permanence au Moyen-Orient, et puis bon, les droits de l'homme, merde, entre la justice qui est relativement approximative, les droits des femmes... Vous serez d'ailleurs heureux d'apprendre que les femmes y ont le droit de conduire depuis juin 2018. En plus de foutre la merde en dehors, c'est aussi bien le bordel chez eux. Mais du coup, pourquoi on les soutient, les gars? Pourquoi un gouvernement qui a quand même bien l'air d'être composé de gens pas très recommandables est notre allié? Les thunes, quoi. Et parce que là, si on prend les chiffres, ça dit tout de suite autre chose. Alors, déjà, l'Arabie Saoudite est le plus gros exportateur de pétrole au monde, et dans leurs principaux clients, on retrouve en vrac la Chine, le Japon, la Corée et les États-Unis d'Amérique.
Mais avec toutes les thunes qu'ils font en vendant du pétrole, en plus d'acheter des Mercedes et des immeubles à tout va, ils s'achètent surtout beaucoup d'armes. Par exemple, entre 2016 et 2017, les États-Unis leur ont vendu, entre autres, 142 hélicoptères, 153 tanks ou encore plus de 20 000 missiles. La France, elle, fait aussi partie des plus gros exportateurs d'armes vers l'Arabie Saoudite, juste devant le Canada. Et cette année, suite justement au meurtre de Jamal Khashoggi, Angela Merkel a annoncé que l'Allemagne arrêtait de commercer avec le Royaume. Ça tombe bien, entre 2015 et 2017, ils avaient multiplié par 50 leurs revenus d'export militaire. On va dire que ça compensera pour les pertes qui suivront. Au passage, Barack Obama, qu'on a tendance à quand même pas mal aimer en Europe, a fait exploser les chiffres de vente d'armes avec l'Arabie Saoudite. Bon, pendant l'ère Bush, ça le faisait pas trop. 15 des 19 terroristes du 11 septembre étaient saoudiens, mais une fois l'affaire assez loin pour qu'on puisse ne plus y penser, tonton Barack s'y est donné à cœur joie. Et la France dans tout ça, c'est pas juste histoire d'en faire un titre putaclic non plus, juste un peu. La France est le 3e investisseur étranger en Arabie Saoudite, juste derrière les États-Unis et le Koweït. Alors, faut savoir qu'on a investi plus de 15 milliards d'euros là-bas, et qu'en plus d'être le 3e fournisseur d'armes du Royaume saoudien, ce dernier est le 2e plus gros client niveau contrat militaire de la France, juste derrière l'Inde. Et à côté de ça, l'Arabie Saoudite, se tirant la bourre avec l'Iran depuis sa création, c'est pas forcément pour les raisons qu'on pense que la France ou les États-Unis se prononcent régulièrement contre le régime de Bachar al-Assad non plus. Après, pour la défense du gouvernement français, c'est surtout qu'on a une longue histoire de copinage avec des dictateurs, l'Arabie Saoudite ou un autre. Fun fact, l'émission qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, Patriot Act d'Hassan Minhaj, dispo sur Netflix. Alors du coup, si vous y avez accès, allez checker ça quand vous avez le temps. Et non, ceci n'est pas un post sponsor, c'est juste une émission stylée. Il y a eu un épisode sur l'Arabie Saoudite, épisode supprimé de Netflix en Arabie Saoudite justement, parce que ça plaisait pas trop au gouvernement local. Alors la plateforme n'a aucun souci à commercer avec le pays, faut juste savoir s'arranger avec les coutumes locales de temps en temps, quoi. Il faudrait pas non plus voir à déranger le business, ce serait quand même dommage. Enfin bref. Alors, comme on vient de le voir, l'Arabie Saoudite, c'est pas forcément le pays le plus fun niveau liberté. Et pour aller avec ça, évidemment, il y a tout un tas de sites internet bloqués. Et la meilleure solution pour accéder à un site internet d'un pays qui le bloque, ça reste un VPN. C'est pas beau ça? Or, je vais pas vous refaire le topo. Un VPN, ça sert à protéger sa connexion, à protéger son identité et à accéder à des sites étrangers depuis chez vous ou à des sites de chez vous depuis l'étranger. Il y a énormément d'applications. Alors perso, ça fait littéralement des années que j'utilise un VPN. Ça n'a pas toujours été NordVPN, mais que ce soit dans mon ancien taf pour accéder aux mails de manière sécurisée, ou moi aujourd'hui quand il y a les Oscars, le Super Bowl ou n'importe quoi sur des sites étrangers pas accessibles depuis la France, faut avouer que ça reste quand même pratique. Et pour le coup, NordVPN, qui est un service vraiment cool et que j'utilise perso depuis un peu plus d'1 an maintenant, vous propose une offre à moins 75% sur 3 ans, donc avec un abonnement à un peu moins de 3 € par mois pendant 3 ans, dont 1 mois d'abonnement gratuit, en allant sur le site nordvpn.com/DaveShake ou sur le site de NordVPN avec le code DaveShake. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine, d'ici le mois prochain du coup, et puis profitez bien de votre été. Des bisous.